place. On va commencer la deuxième session sur l'aéronautique et le spatial, en poursuivant notre réflexion sur les enjeux et les opportunités qui s'offrent aux entreprises françaises en la matière, et ce, en Indo-Pacifique. Un demi-siècle après le début de la conquête spatiale, le spatial est devenu ô combien compétitif, congestionné même et concurrentiel. La Chine, vous le savez tous, est désormais sur les rangs, avec une station spatiale, des lancements orbitaux, un premier alunissage sur la face cachée de la Lune en 2019 et même poser un véhicule d'exploration sur Mars en 2021. La Chine, mais également l'Inde, souvenez-vous de cet alunissage, de son propre engin spatial en 2023 et des grandes ambitions à venir présentées par le Premier ministre Modi, tout cela sans compter bien sûr les grands acteurs également du privé comme SpaceX ou encore Blue Origin. Je vais laisser bien évidemment la parole à celles et ceux dont c'est la spécialité. J'appelle à me rejoindre et à prendre la parole Isabelle Sorbès-Verger, qui est géographe et directrice de recherche au CNRS et qui, pendant très longtemps, fut d'ailleurs le seul visage et la seule voix de la géopolitique du spatial en France. Nous sommes très honorés de l'avoir présente à ce forum. Madame Sorbès-Verger, je vous laisse la parole. Merci. Thank you. Okay. Bon, bonjour à tous. Bien écoutez, je voulais tout d'abord remercier de cette occasion qui m'est offerte de finalement présenter les activités spatiales et la politique spatiale devant un public dont je n'ai pas du tout l'habitude, moi, en tant qu'universitaire ou académique, comme disent les Anglais, à savoir effectivement un public d'acteurs dans des questions directement impliquées dans le développement économique. Et j'espère que nous aurons peut-être un petit peu de temps pour des questions, ou en tout cas après pour des discussions, car votre retour m'intéresse aussi évidemment beaucoup. Donc, mes remerciements vont en particulier à Michel Baugier et à Viviane Massot qui ont été capables de me découvrir, parce que j'avoue que j'étais un petit peu surprise de cette occasion qui m'était offerte, surprise mais ravie. Alors, l'espace en 2024, j'ai intitulé ma présentation « Héritage et perspective » parce que finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une évolution qui est normale parce que ça fait quand même plus de 65 ans que l'ère spatiale a commencé, dans lequel on va voir se poursuivre des tendances classiques finalement autour de la souveraineté, autour de l'indépendance nationale, autour de l'image d'un pays sur la scène internationale, car le spatial a beaucoup cette dimension, et puis ce qu'on appelle le New Space, j'en redirai deux mots, qui est un mot valise bien commode et en même temps, comme tous les mots valises, qui présentent des ambiguïtés qui sont un petit peu redoutables, dans lequel vous allez sans doute pouvoir trouver dans les années à venir beaucoup de pistes de développement, parce que ce New Space, il concerne des petits acteurs, des acteurs privés, et de surcroît des acteurs qui ne sont pas à 100% spatial, mais qui sont dans des phases d'interaction avec justement le milieu des applications, le numérique, mais aussi l'agriculture et toute une série de secteurs où finalement le spatial va trouver sa place. Alors pour m'amuser, en haut sur l'image, j'avais mis trois... Voilà. J'ai trouvé mon pointeur. Donc, j'avais trois petites images. Donc, la première, c'est Jacques Plamont, qui était un universitaire et un des fondateurs du CNES, le Centre national d'études spatiales, avec Vikram Sarabhai, qui est vraiment l'icône du spatial indien, qui est reconnu comme le père de tout ce qui est l'activité spatiale. Et ce spatial indien, il a l'originalité de naître dans un contexte où ce qu'on va privilégier, ce sont les applications, c'est-à-dire les télécommunications pour faire du téléenseignement, de la télémédecine et l'observation de la Terre pour faire de la gestion du territoire dans un immense pays où, bien évidemment, il n'y a pas de système classique, foncier, cadastre, gestion des inondations, etc. etc. Et la grande originalité de Sarabhai, ça a été dès le début des années 60, aux Nations Unies, de proposer l'Inde comme pays capable d'appliquer ces découvertes spatiales, alors qu'on était quand même encore à un moment où on parlait du spatial essentiellement par rapport à la notion de conquête, le premier homme,
infirmière, etc. Et Sarah May, c'est intéressant parce que sur cette photo, avec Jacques Blamont, ils sont en train de bricoler un pot de sodium pour des expériences de fusée-sonde sur la haute atmosphère. Et donc là, on est sur un spatial où c'est une toute petite communauté de gens, c'est peut-être 50 scientifiques dans le monde, physiciens, qui font partie de ces premiers acteurs. Au milieu, c'était les timbres qui ont été édités à l'occasion des 50 ans de la coopération spatiale franco-indienne. Et les 2 satellites qui sont représentés sur ces timbres sont des satellites qui servent essentiellement des questions environnementales, je dirais au sens large, aussi bien sur la surveillance des océans que sur l'évolution tropicale. Et puis la 3e image, alors là je suis sur quelque chose de beaucoup plus récent, hein, en 2023, c'est la signature dans ce que j'évoquais comme New Space d'un acteur indien de Skyroot et un acteur français de la firme Prométhée sur une petite constellation, Japetus, qui est destinée là aussi à donner de l'information très rapide en temps quasi réel. Et là, ce sont vraiment 2 petites compagnies qui d'elles-mêmes nouent leur partenariat. Alors, je reviendrai quand même tout d'abord sur la dimension symbolique de l'espace, hein, qui est vraiment aujourd'hui, quand vous lisez les livres d'histoire, c'est intéressant de voir qu'on dit, le XXe siècle, dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez, il va se caractériser par 2 choses, le nucléaire et l'espace. L'avantage de l'espace, c'est que par rapport au nucléaire, on n'a pas de face noire, nous. C'est-à-dire que la question du spatial n'est pas entachée par l'usage nucléaire et les missiles intercontinentaux, même si les 2 sont étroitement liés. Je n'ai absolument pas le temps de disserter sur le poids de la guerre froide dans la constitution des politiques spatiales. On peut la deviner, mais elle est même encore plus développée, puisque, en fait, pour l'Union soviétique, il s'agissait d'abord de développer un missile intercontinental qui est devenu une fusée. Et pour les États-Unis, il s'agissait d'abord de développer des satellites de reconnaissance, des satellites photos, qui permettraient d'avoir une cartographie de l'Union soviétique, qui était donc en passe de devenir l'ennemi principal. Alors, ces marqueurs du XXe siècle, ils sont intéressants, et en particulier, je dirais, en Inde, où il y a quand même une très forte tradition de coopération avec la Russie, hein, ex-Union soviétique, parce qu'ils montrent l'opposition, finalement, des 2 grands, et surtout la supériorité, au moins théorique, initiale de l'Union soviétique, qui donc, en 1957, lance le premier satellite. En 1957, alors ça, je crois qu'on l'a complètement oublié. C'est intéressant pour moi aujourd'hui de voir comment on perçoit le spatial en fonction de son âge. Parce que finalement, il y a la génération... Alors moi, je suis née en décembre 57, donc je n'ai pas connu Spoutnik, je n'ai pas de souvenir de Gagarine. En revanche, la Lune m'a marquée. Maintenant, quand je parle à mes étudiants, et Nikita, qui fait partie du panel, fait partie des jeunes générations, et que je leur demande si leurs parents leur ont parlé d'Apollo et de la marche sur la Lune, j'ai un petit choc émotionnel parce qu'ils me disent gentiment « Non, mes grands-parents ». Et là, je suis bien obligée de réaliser que, si vous voulez, les grands-parents qui vous parlent, ça veut dire que dans l'esprit des jeunes générations, finalement, c'est vieux. C'est vraiment du passé. Moi, quand mes grands-parents me racontaient leurs histoires, c'était un autre monde. Et l'originalité du spatial aujourd'hui, c'est que ces jeunes-là vont réinvestir un espace qui a des caractéristiques différentes. Et ces caractéristiques de souveraineté nationale, de grandeur, etc., elles vont quand même perdurer. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, quand l'Inde se félicite et requiert un succès phénoménal avec sa mission où elle se pose sur le pôle sud de la Lune. Donc, si vous voulez, ces 2 aspects vont continuer à jouer en parallèle. Bien évidemment, ils ne sont pas interprétés pareil. Et donc, très peu de mes étudiants, et je pense que très peu de gens ici aussi, savent que finalement, la première photo de la face cachée de la Lune, donc quelque chose que personne n'avait jamais pu voir, est une photo soviétique. Et le premier atlas de la face cachée de la Lune est un atlas soviétique. Ce qui était quelque chose d'assez incroyable à l'époque où, en 1959, la grande puissance scientifique et technologique, ce sont bien évidemment les États-Unis. Et de fait, les États-Unis ont des avancées considérables dans d'autres domaines scientifiques et technologiques. Et de la même façon, donc Youri Gagarin en 1961 est le premier homme à quitter la Terre et à vivre un petit moment dans l'espace, quelques heures dans l'espace.
En 1963, c'est la première femme, Valentina Tereshkova. Ça suscite d'ailleurs aux États-Unis des tas de commentaires et de réflexions, mais finalement la NASA refuse d'entraîner des femmes et pose comme principe qu'il faut être pilote de chasse pour devenir astronaute. Comme aucune femme n'est pilote de chasse, aucune femme n'a de chance de devenir astronaute. Alors que l'Union soviétique avait beaucoup communiqué à cette époque sur le fait que l'espace allait être ouvert à tout le monde, à tous les citoyens, et Valentina Tereshkova travaillait dans une usine. Les choses commencent quand même à changer à partir de 1965 et puis surtout à partir de 1969. 1965, ce sont les premières photos de Mars par Mariner, et Mariner est une sonde qui est située à 216 millions de kilomètres de la Terre. La Lune, c'est 400 000 kilomètres. Donc on voit bien que quand il faut se lancer dans de l'exploration qui est vraiment beaucoup plus difficile sur le plan technique, finalement les Américains reprennent la main. Et puis c'est ce fameux grand programme qui marque encore aujourd'hui les États-Unis, puisqu'ils le recyclent avec un contexte différent, bien évidemment, non plus Apollo, mais Artémis. Donc on est passé du frère à la sœur, mais on est resté dans la mythologie grecque, et cette grande idée qui est que pour la première fois au monde, les États-Unis sont admirés du monde entier, ceci quand même en pleine guerre du Vietnam, donc à un moment où finalement l'image des États-Unis souffrait pas mal. Donc ce spatial, il a quand même toujours, même si aujourd'hui on va parler beaucoup de New Space, etc., il a quand même une dimension psychologique et idéologique qui reste assez forte. Alors, en réalité, donc on a les années 60, 69, on a la course à la Lune, et puis jusque, on va dire, dans les 10 années suivantes, on a un certain nombre de puissances spatiales, c'est-à-dire de pays capables de lancer leurs propres satellites avec leurs propres lanceurs, qui arrivent. Donc, on a la France, troisième puissance spatiale, donc on l'a un petit peu oublié, avec le lancement d'un satellite Astérix. Donc ça disait quand même une petite idée, on ne se prenait pas tellement au sérieux quand même, mais malgré tout, avec notre fusée Diamant, on devenait leader de l'Europe spatiale. Alors au début, personne n'avait pensé à l'appeler Astérix, en fait, il s'appelait A1 parce que c'était le premier satellite, puis quelqu'un un jour a été malin et a complété et l'a appelé Astérix. Mais en gros, à partir de finalement l'arrivée de l'Inde dans le club des puissances spatiales, donc en 1979, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun État qui devient une puissance spatiale avant 2009. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est la période des applications et c'est la période où les relations internationales, le développement économique des pays respectifs, etc., fait que finalement, un pays comme le Brésil, qui aurait pu être éligible à devenir une puissance spatiale, ne va pas concrétiser. L'Australie ne va pas devenir une puissance spatiale, le Canada ne le va pas non plus. Ils vont avoir des activités spatiales, mais sans posséder des lanceurs et des bases de lancement. Et finalement, quelque chose se relance entre 2009 et 2013 et qui là concerne finalement beaucoup plus votre zone géographique, puisque on a l'Iran qui en 2009 lance son premier satellite, la Corée du Nord qui le 12 décembre 2012 lance son premier satellite, et la Corée du Sud le 30 janvier 2013 qui lance elle aussi son premier satellite. Ce qui est très intéressant, c'est que là, on retrouve en quelque sorte, alors que quand même un certain nombre d'années, 50 ans ont passé, on retrouve cette espèce de dichotomie de la guerre froide entre deux blocs, le bloc, on va dire, avec un complexe militaro-industriel qui porte le spatial, et puis un bloc comme la Corée du Sud, où là, il s'agit beaucoup plus d'attendre l'idée de l'innovation, de la modernité, de la création de nouvelles activités. Alors, pour l'anecdote, la Corée du Sud était quand même très marie en 2013 d'arriver après la Corée du Nord. Donc la Corée du Sud avait demandé si vraiment la Corée du Nord pouvait être reconnue comme un État spatial dans la mesure où son programme de missiles et son programme de lanceurs étaient intégrés. Et ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis lui avaient donné satisfaction en disant que finalement, cette notion de club spatial qui n'existe pas était en quelque sorte réservée aux applications pacifiques de l'espace, ce qui fait partie du traité de 67. Et aujourd'hui, donc en 2013, 2010, 2020, il y a encore 10 ans plus tard, on arrive à une autre conception de la puissance spatiale. Et si vous lisez les médias ou autres, vous verrez très fréquemment les Émirats arabes unis cités comme une puissance spatiale. Les Émirats arabes unis n'ont pas de lanceurs, ils n'ont pas de base de lancement, ils n'ont pas d'industrie spatiale. Mais ils ont fait cette grande mission vers Mars en coopération avec les États-Unis,
tout en étant lancé par un lanceur japonais. Ça qui est intéressant, si vous voulez, dans le spatial, c'est que les règles classiques de la géopolitique ne s'appliquent pas. Le lanceur de la Corée du Sud, il est fait, vous pourriez penser qu'il est fait avec les Américains, qu'il est fait avec les Européens, éventuellement il aurait pu être fait avec les Indiens. Non, il est fait avec les Russes. Et en réalité, vous avez des fondamentaux, donc un spatial pas cher, un spatial fiable, etc., qui fait que vous allez choisir votre partenaire au-delà des enjeux politiques directs. Et donc, dans ces années 2020, on voit apparaître les Émirats arabes unis, ensuite les pays du Golfe qui commencent à lancer eux-mêmes leur programme, et la Turquie qui annonce tout à coup des ambitions très, très importantes dans le domaine spatial, avec un registre différent, qui est cette espèce d'économie futuriste de l'exploitation des ressources spatiales. Et c'est très étonnant de voir que, par exemple, les Émirats arabes unis ont créé une cour de réglementation en cas de conflit sur l'exploitation des ressources spatiales. Je vous rassure, hein, je pense qu'elle a un petit peu de temps avant de se mettre à travailler vraiment. Mais bon, ils ont posé le principe que cette cour internationale serait chez eux, et la Turquie, sur le site de son agence spatiale, alors qu'elle n'a encore rien lancé et n'a pas de lanceur, met en avant l'exploitation des astéroïdes. En réalité, ce qui s'est passé et qui explique cette espèce d'éclipse, sans mauvais jeu de mots, c'est que de la période des années, finalement, 1970 à la période des années 2020, on va dire, ça a été la période des applications. C'est-à-dire le moment où, finalement, les grands programmes de prestige ont cédé la place et où on a surtout appris à utiliser les satellites pour les télécommunications, pour l'observation de la Terre, pour la navigation, mais aussi, et c'est important malgré tout, pour la science et entre autres la météorologie et l'évolution du changement climatique. Et dans ces cas-là, on voit bien que finalement, ces pays ont développé des politiques spatiales qui étaient liées à des politiques industrielles, à des politiques d'innovation, avec l'idée de faciliter de l'aide au développement. Alors, je voudrais quand même insister un petit peu sur cette inégalité de l'activité spatiale dans le monde. Ce que vous voyez ici, c'est une planche des budgets que j'avais réalisée en 2019. Alors, bon, elle a un petit peu changé, mais pas tant que ça en réalité. En tout cas, les écarts sont toujours les mêmes. Ce que vous voyez, c'est la surimportance, le côté exceptionnel des États-Unis et de leur investissement dans l'espace. Vous êtes à plus de 60 milliards de dollars qui sont investis dans l'espace. L'ensemble de l'Europe, tout pays confondu, avec le budget de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, et le budget de l'Union européenne, on est autour de 15 milliards de dollars. Et ça dure comme ça depuis 60 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis n'ont jamais baissé leur financement et nous grimpons progressivement jusqu'à arriver à des sommes qui sont encore très, très faibles. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la Chine, alors par rapport à mon budget de 2019, je suis en train de faire la carte de 2024, la Chine est probablement un peu plus importante que l'Europe, mais en réalité, il n'y a pas un surinvestissement chinois, ce qui pose question sur cette espèce de course à l'espace dont les Américains veulent nous faire croire qu'ils sont réellement tenus très très près par la Chine, ce qui n'est quand même pas le cas, même si la Chine fait de très très belles missions dont on peut voir les états. Et puis, c'est la faiblesse de l'investissement russe. Quant à l'Inde, qui est une grande puissance spatiale, elle se situe avec un budget de 2 milliards de dollars, soit moins que le budget japonais à 4 milliards. Alors, en regard de ce budget, il y a une certaine logique. C'est la planche que j'ai faite des nationalités des satellites lancés en 2021. Donc, vous avez la couleur qui représente la nationalité du satellite et vous avez l'emplacement sur la carte qui représente le lieu d'où a été lancé les satellites. Et je dois dire que quand je présente cette carte en Europe, je fais un peu grincer des dents parce que j'ai une code des couleurs assez basique, hein, donc le bleu pour les États-Unis, le rouge pour la Russie, le jaune pour la Chine et le vert pour l'Europe. Et vous constatez que nos satellites verts, il y en a un peu lancés de Kourou, mais il y en a surtout beaucoup lancés de Russie, donc on est encore avant l'attaque de l'Ukraine. Et vous voyez que la nouvelle base qui a été développée en Sibérie à grands frais par le gouvernement russe, Vostochny, n'a travaillé que pour le lancement des satellites OneWeb, que pour des satellites européens. Autant vous dire qu'aujourd'hui, elle est un petit peu inoccupée.
Alors cette occupation, elle s'accélère, ça c'est le deuxième point qu'il faut avoir en tête. Moi j'ai commencé ma carrière en comptant les satellites, donc ça allait bien, j'en avais 110 par an, j'étais tranquille. Aujourd'hui, donc c'est un total de 57 à 2019, ça fait qu'il y a eu 9000 satellites lancés, bon ça rentre encore facilement dans un tableau Excel vieux style. En 2 ans, vous avez 2500 satellites lancés, en 2022, vous en avez 2469, rien que pour l'année. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, on a 7760 satellites opérationnels, soit quasiment le total de tous les satellites qui avaient été lancés pendant 40 ans. Donc là, typiquement, on a une accélération de l'occupation de l'espace. Et on a un nombre d'acteurs croissant avec effectivement seulement 11 puissances spatiales, mais on a maintenant plus de 50 pays qui ont des agences spatiales et des programmes nationaux, et on a plus de 100 États qui sont propriétaires de satellites. Et ça, c'est important parce que finalement, ça sensibilise beaucoup de pays à l'intérêt de l'activité spatiale. Et donc aujourd'hui, vous allez trouver des firmes qui peuvent être des petites sociétés, on le verra tout à l'heure avec la table ronde avec Nikita, qui vont elles-mêmes s'impliquer dans cette activité spatiale, ce qui est un grand changement. Vous regardez sur le petit diagramme, sur le total des satellites lancés, évidemment, là encore, les États-Unis se tirent la part du lion. Donc ça, c'était une planche que je ne vais pas avoir le temps de commenter, mais pour montrer finalement quel était l'état de l'espace en 2022. Et je voulais juste souligner que quand on parle de spatial, il faut toujours faire attention au fait que 80 à 90% de la littérature qu'on utilise est une littérature qui arrive des États-Unis, ce qui s'explique par l'importance que l'espace a aux États-Unis, mais qui brouille quand même un petit peu la grille de lecture en donnant une image tout à fait particulière. Et donc là, c'est Space Foundation, qui est vraiment une des publications que vous allez retrouver très classiquement. Et je voulais juste vous faire remarquer que finalement, vous aviez bien l'ESA qui apparaît, mais là encore, nous avons un problème en Europe qui est que, faute de dimension politique intégrée, nous n'avons pas la possibilité finalement de jouer sur les réflexes de souveraineté, d'image nationale, etc., que peuvent avoir tous les autres participants. Et d'ailleurs, quand on parle du club spatial, on a une entité bizarre qui est l'Europe, et parfois, dans les graphiques, elle n'est même pas identifiée en tant qu'Europe. Donc en 2020, je vais finir là-dessus puisque j'ai entendu le petit bip-bip fatidique. En 2020, ce que nous notons, c'est un retour sur la scène internationale de l'intérêt pour la Lune. Et rien que pour l'année 2023, nous avions à la fois la Corée du Sud avec la sonde Danuri, le Japon avec la mission SLIM, la mission chinoise, la mission indienne qui venait de se poser au pôle Sud. Une petite photo, ça c'est pour le clin d'œil, faite par la sonde américaine de la sonde coréenne, puisqu'elles orbitent toutes les deux autour de la Lune, c'est la petite photo en noir et blanc au milieu, et évidemment la fin d'une époque, puisque c'est la mission russe Luna 25 qui s'écrase. Alors vous ne voyez pas la Chine, mais vous ne voyez pas la Chine parce qu'elle a tiré en 2022 et 2024, bon j'avais pris l'année 2023, mais ça reste extrêmement important quand en 2023, une fois de plus, le buzz se fait autour de SpaceX et d'Elon Musk. Ce que je voulais souligner pour finir, c'est que finalement, on a des acteurs aujourd'hui dans le spatial. J'ai pris l'exemple de la Lune, on pourrait en prendre d'autres, dont le spatial militaire, qui est en soi un autre sujet. Des acteurs très différents dans leur capacité et leur ambition. Une des grandes ambitions mises en avant par les États-Unis dans le discours politique, c'est de faire marcher la première femme et la première personne de couleur. Bon, moi, personnellement, ça me laisse relativement dubitatif, mais le politiquement correct aux États-Unis, ça marche. Ceci dit, les scaphandres pour les femmes, c'est tout un sujet. Hein. Enfin, les combinaisons spatiales pour les femmes, c'est tout un sujet. Mais ceci étant, donc, on a ce programme Artemis avec cette déclaration qui, en gros, d'ouvrir à l'autre moitié de l'humanité à peu près la conquête de la Lune, mais aussi et surtout un programme qui se veut un programme d'économie spatiale avec de l'exploitation des ressources et même une logistique spatiale entre la Terre et la Lune. Aujourd'hui, quand même, autour de la Lune, on est en train d'essayer d'installer des satellites qui pourront distribuer du Wi-Fi, ce qui est quand même assez fascinant quand on y pense. Vous avez la Chine qui a réussi une première absolument magnifique qui a été de ramener les premiers échantillons de cette fâche cachée. Personne n'avait eu d'échantillons, au point que les scientifiques américains ont demandé à la NASA d'intercéder auprès du Congrès pour qu'ils aient l'autorisation de travailler avec les scientifiques chinois, parce que la Chine est complètement interdite de toute coopération avec les États-Unis depuis maintenant plus de 30 ans. Et puis vous aviez donc cette foule énorme qui était rassemblée au moment de l'alunissage de Chandrayaan 3 au pôle Sud, et j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé, c'était intéressant, dans l'Indian Express,
une mention de ce qu'était le programme Moonlight de l'Europe, qui est un programme de navigation et de connectivité sur la Lune, mais où on voit bien qu'on ne se situe pas dans les mêmes échelles de représentation. Et donc ça, c'est vraiment ma dernière planche. Le New Space, des réalités multiples et des opportunités. La carte que vous voyez, je ne l'ai pas faite moi-même, je l'ai récupérée. Bon, on a toujours un petit peu des dénombrements variés, mais elle est quand même intéressante. C'est le nombre de satellites en orbite, nombre de satellites lancés. Et là, vous constatez, alors, il y a énormément de satellites lancés, par exemple, par le Royaume-Uni. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça dépend de la taille des satellites. Et quand vous lancez des satellites, vous pouvez lancer des satellites géostationnaires qui font la taille d'un autobus en orbite, mais vous pouvez lancer des satellites qui font la taille d'un téléphone ou d'un portefeuille avec des tout petits satellites. C'est possible grâce à la miniaturisation, grâce à l'usage de composants sur étagère. En même temps, évidemment, ce n'est pas le même service, ce n'est pas la même durée de vie, ce n'est pas le même investissement, ce n'est pas le même coût au lancement. Donc ce qui est intéressant, je pense, c'est que le cas américain du New Space à la Elon Musk, Jeff Bezos, etc., c'est quelque chose d'extrêmement spécifique, très capitalistique, lié au monde du numérique, avec de la récupération des datas, parce que c'est ce qui va nourrir tous les Amazon et compagnie, tous les GAFAM. Ça, c'est à part. Mais le New Space, c'est un mot que tout le monde utilise. Et après tout, c'est logique. Plus de 65 ans d'activité, il est temps de passer à autre chose. C'est une nouvelle génération du spatial. Et cette nouvelle génération du spatial, elle ouvre tout un champ de possibles. C'est-à-dire que les nouvelles applications qu'il y aura dans 10 ans de ce New Space-là et l'intégration qu'il aura dans l'économie, je crois qu'honnêtement, personne n'est capable de le prévoir, de même que personne ne prévoyait quand on a fait le GPS que finalement ça nous servirait autant dans notre vie quotidienne sur la Terre entière. Donc cette approche européenne sur le New Space, elle est en devenir, parce qu'on n'est pas à la fois comme l'Inde, la Chine, Singapour ou des tas de pays de la zone Asie qui se lancent vraiment, la Malaisie, le Vietnam, qui commencent à faire leurs petits satellites et à lancer leurs petits satellites. Nous, en Europe, on est un vieux pays spatial, on peut dire, et en même temps, on est influencé par le modèle américain, mais on n'a certainement pas les ressources ni en capital risque, ni en budget initiaux de l'État, hein, puisque les 60 milliards du budget américain, ils servent aussi à ça. Et donc, notre option, me semble-t-il, c'est justement de renforcer ces coopérations. Et ces coopérations, elles sont particulièrement possibles en Asie-Pacifique parce que nous sommes reconnus pour un acteur extrêmement important dans le monde du spatial, avec des compétences tout à fait réelles. Hein, et on voit bien un certain nombre de sociétés européennes et françaises s'installer dans le monde du spatial en Inde, mais aussi parce que finalement, ça peut être des partenariats souples et assez simples à monter, qui peuvent être faits de gré à gré. Et c'était la petite image que je montais, même si bien sûr derrière, il y a toujours un adossement et un soutien gouvernemental et politique. Voilà, j'ai un peu dépassé mon temps, j'en suis désolée, et je termine là ma présentation en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, Madame Sourbès-Verger. C'était extrêmement intéressant de recontextualiser, de faire ce tour d'horizon des puissances spatiales dans leur chronologie, de voir l'accélération de l'occupation de l'espace, également de voir que les règles classiques de la géopolitique ne s'appliquent pas forcément au monde de l'aéronautique et du spatial. C'est extrêmement intéressant de voir ça par rapport à ce qu'on a dit ce matin également. Je vous invite, Madame, à gagner l'une des places, puisque vous faites partie du prochain panel donc, sur l'aéronautique et le spatial. J'appelle également Madame Solange Amouroux-Berthe, directrice générale de Satis Singapour, une société qui est spécialisée dans la mobilité aéronautique et ferroviaire. Mais nous saluons ici, dans le cadre de cette table ronde, la présence de Madame Amouroux-Berthe, qui va ainsi pouvoir partager avec nous sa très riche carrière dans l'industrie aéronautique. J'ai le plaisir également d'appeler Madame Nikita Chadé. Please welcome on the stage. Ingénieure aérospatiale, cofondatrice et directrice de Genex Space. Il s'agit là d'une start-up de technologie éducative pour offrir en fait aux étudiants du monde entier un accès de pointe à l'enseignement du spatial. Et dernier panéliste, Jocelyn Godin, directeur de maintenance à Airbus Inde, et passionné de l'avionneur européen, puisque aucune division, je pense, ne vous est inconnue, puisque vous avez de nombreuses carrières chez Airbus. Merci beaucoup
à nos panélistes et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Vattier, directeur général d'Axon Inde, un groupe spécialisé dans les secteurs câbles pour la défense et l'espace. Monsieur va modérer cette table ronde. Merci beaucoup de votre présence. Vous avez un petit peu plus d'une heure maintenant pour aborder donc l'aéronautique et le spatial. Merci beaucoup. Très bien, bonjour à tous. Et donc, après cette très belle présentation d'Isabelle sur ce spatial, je suis honoré d'animer cette table ronde en aéronautique et spatiale. L'aéronautique et le spatial sont deux marchés clés pour l'Inde, mais aussi pour l'Asie-Pacifique. Et le spatial, comme vous l'avez vu, emmène aussi souvent vers des rêves d'exploration. Vous avez entendu aussi hier le ministre indien, Piyush Goyal, parler de l'aéronautique avec intérêt et enthousiasme pour son pays. Donc, laissez-moi me présenter brièvement. Je suis Stéphane Vattier, effectivement responsable de la filiale indienne. Axon est une ETI familiale de 2500 personnes dont le siège est en France, dans la Marne, et spécialisée sur les câbles et les connecteurs. On a aussi déjà parlé de câbles hier. Le câble n'est pas forcément quelque chose de très sexy, mais il y a peu de systèmes qui fonctionnent sans câble au final ou sans connecteur. J'ai grand plaisir à partager cette table ronde avec 4 personnalités de grande expérience en Asie-Pacifique, avec une forte présence de Bangalore, puisqu'on est 3 parmi ce panel. Bangalore est une ville très importante, bien sûr, pour l'aéronautique et le spatial. Donc on va commencer par je vais laisser mes panélistes se présenter. On scindra cette table ronde en 2. On commencera par le spatial. Donc je commencerai avec la Benjamine, si je puis dire, de ce panel. Nikita, you are sole Indian national in this panel, and your vision from India will be very interesting. Can you please tell us a few words about yourself and Genex, your own company? Yes. Very good morning to everyone. I'm very happy to be here, glad to be included in this conference and this specific panel. So I'm Nikita and I come from Bangalore. Just like the panelists out here, I was very passionate about aircrafts and spacecrafts. So that made me choose aerospace engineering, and I did my engineering. I also studied in France, so that again connects to all the participants out here. I studied in Strasbourg at ISU. And then I started this startup where we focus on providing hands-on space education. Today, the entire world talks about STEM education, where, the awareness about space is needed. Like Isabel spoke so much about what's happening in the entire world, and India is part of it and has been part of it from a long time. So many people like me are very, very much looking forward to be part of this industry. And we want to contribute. For that contribution to happen, we need to learn. And back then, there was nothing or no place where we could go and learn other than the colleges. And the colleges are pretty much, again, talking about history. So we wanted to create that platform where students and anyone and everyone who likes about space hear it about the current news or what is going to happen in the future. So Genex Space focuses on that and the skill development part specifically, where the skills that's required to be part of the industry today are very different from what it was before. So we want the youngsters to be prepared with those set of skills to do even their higher studies and also to get their jobs. So we have again trained several people on that, including the mid-career professionals. With our recent Chandrayaan-3 mission being successful, we've seen many mid-career professionals who are in different domains, be it IT, cyber, medicine, now want to contribute to the space sector, as in they want to start their career in the space sector, but then they have no background from aerospace. They have no courses or anything done. So they need that bridging towards
what they know, what they are good at, and where they could apply in the space industry. So we do that bridging for mid-career professionals as well. So that's about Okay, us. thank you, Nikita, for this introduction. So the space exchange will be with Nikita and of course with Isabelle. Je vais revenir en français avec Isabelle que vous venez d'écouter avec grande attention sur ses explications en exploration spatiale. Et puis on aura une partie aéronautique dans un deuxième temps. On ne peut pas parler d'aéronautique sans parler d'Airbus, je dirais, qui est un des grands acteurs en Inde et en Asie-Pacifique. Peut-être, Jocelyn, dire quelques mots sur vos activités et vos travaux en Inde? Ouais, en quelques secondes d'introduction, donc Airbus, la société, c'est une société internationale qui a un chiffre d'affaires de un peu plus de 65 milliards d'euros, un peu plus des 2 tiers pour l'aviation commerciale, dont on va parler dans les prochaines minutes, et un petit tiers pour 2 divisions qui sont également importantes et avec beaucoup d'activités en Inde, le Defense and Space et hélicoptères. Voilà. Et en termes de présence en Inde, donc moi je m'occupe du bureau d'études indien. C'est environ 1500 personnes aujourd'hui, parmi les 3500 personnes qu'il y a Airbus en Inde aujourd'hui. Voilà, j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. D'accord, très bien. Et puis, l'aéronautique, c'est vaste. C'est l'aéronautique, il y a la partie commerciale, il y a la partie défense, mais il y a aussi le business jet. Et Solange, qui est basée à Singapour, pourra nous apporter toute son expérience sur cette niche. Donc, Solange, si tu peux nous dire quelques mots sur Satis et sur toi-même. Bonjour, donc merci beaucoup de m'accueillir au sein de ce panel. Donc je suis ingénieur, j'ai fait environ une dizaine d'années en R&D sur des programmes civils et militaires aux États-Unis et chez Dassault Aviation. Et ensuite, ces 10 dernières années, donc j'ai principalement évolué dans l'aviation d'affaires, en France, en Russie, en Chine et maintenant à Singapour. Donc pour ce qui est de la PAC, j'ai dirigé pendant 3 ans une JV sino-américaine à Shanghai, qui avait pour activité le FBO, donc c'est le mini-aéroport pour avions d'affaires, et le MRO, donc c'est-à-dire le garage pour l'aviation d'affaires. Maintenant à Singapour, donc depuis environ 1 an, je m'occupe de Satis Singapour, où en fait notre activité consiste à peindre des avions d'affaires pour Bombardier, donc à la fois des avions neufs et des avions en maintenance. Donc quelques mots sur Satis. Donc Satis, c'est une ETI qui a 3 activités principales, la fabrication d'intérieur de trains, la fabrication d'intérieur cabine pour les avions et la partie aerospace dont je fais partie. Dans cette division, on peint les avions, on réalise leur étanchéité et également on fait le traitement de surface d'assemblage, de sous-assemblage et de pièces élémentaires. Voilà. Très bien, merci Solange. Peut-être quelques mots sur Axon en Inde, parce que quand on parle d'aéronautique ou de défense ou de spatial, on se pose plusieurs questions. Donc Axon, on est venu en propre fonds, on n'a pas de partenaire, donc c'est possible en Inde, même sur de la défense, même sur du spatial. Et on parle beaucoup de Make in India aussi, mais aujourd'hui, je serais tenté de dire que le Make in India ne suffit plus et qu'on parle de plus en plus d'Indian content, c'est-à-dire d'avoir les composants qui soient aussi réalisés en Inde, et c'est quelque chose que l'on doit même justifier aujourd'hui sur des marchés spatiaux, par exemple. En Inde, il faut être excessivement patient. Le terme patient, c'est sans doute intraduisible en français, si je peux le dire avec humour. Mais par contre, les opportunités aéronautiques et spatiales sont énormes, et il y a aussi une grosse partie défense sur ces 2 secteurs. Et si je parle d'Axon, aujourd'hui, on est parfaitement perçu comme un Indien. Donc on va lancer l'échange déjà sur la partie spatiale avec Isabelle et Nikita. Comme vous avez vu, la collaboration spatiale France-Inde, c'est plus de 60 ans. Des travaux en étroite collaboration entre l'ISRO et le CNES, qui est représenté en Inde avec Mathieu Weiss à Bangalore également, avec une très belle réputation du marché indien et beaucoup de collaborations, par exemple de l'Inde avec l'Australie ou d'autres pays en Asie-Pacifique. L'Inde a de grandes ambitions, on a pu le voir avec la mission Chandrayaan 3. C'est un marché en pleine restructuration.
avec une nouvelle politique depuis 2023, des nouvelles règles et un New Space en pleine croissance qui est passé de 10 à 200 sociétés en 3-4 ans. Donc nos échanges devraient vous éclairer sur ces sujets. Isabelle, une première question. Comme vous l'avez montré, les États-Unis sont un mastodonte en spatial. La Chine a sans doute un petit peu dépassé l'Europe. Ce sont deux piliers mondiaux. Voyez-vous un shift à venir sur ce leadership ? Est-ce qu'il va y avoir un contrepoids indien ou asiatique, ou va-t-on vers une évolution des puissances spatiales ? Oui. Effectivement, c'est un point que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans mon exposé, mais, et ça rebondit un petit peu sur la précédente conférence. Il y a désormais d'autres façons de faire de l'espace que de faire de l'espace à l'américaine ou à la chinoise. Et déjà, cette idée d'une course entre les États-Unis et la Chine, ça serait quand même beaucoup à relativiser, parce que la Chine sait très bien qu'elle est encore en train d'essayer de rattraper les États-Unis. Le point important, c'est que finalement, il y a quand même 30 ans d'activité spatiale ancienne que la Chine n'aura pas besoin de parcourir, puisqu'elle va directement dans des grandes missions, par exemple d'exploration, mais que de la même façon, les constellations de satellites d'observation de la Terre chinois sont absolument fascinantes, avec une très très grande diversité. Donc par rapport à ça, l'Inde, c'est un autre modèle, parce que l'Inde a choisi du spatial pour les applications et pour le développement. Et ce n'est pas un slogan, c'était véritablement l'ADN du spatial indien. Et cet ADN, il va avec autre chose qui est la coopération. La coopération, elle est vraiment tout azimut en Inde. Elle a été avec l'Europe, elle a été avec les États-Unis, elle a été avec la Russie, même déjà l'Union soviétique. Et aujourd'hui, l'Inde se positionne, y compris dans le domaine spatial, comme une alternative dans le cadre des BRICS pour les autres pays asiatiques. L'Inde est aussi très présente aux Nations Unies, je l'évoquais. Donc l'Europe, dans tout ça, c'est un petit peu difficile puisque justement on n'est pas une entité intégrée nationale et que par exemple si vous prenez les exemples, vous avez Mathieu Weiss pour la France, mais bon, il ne représente pas l'ESA, etc., etc. Heureusement qu'on se parle. En revanche, l'Europe, elle n'est pas en train de régresser, je dirais, parce qu'elle a un programme scientifique et des capacités technologiques qui sont extrêmement reconnues et qui font d'elle la deuxième ou troisième puissance spatiale selon la manière dont vous comptez, selon les indicateurs que vous regardez. Mais il est vrai qu'elle n'est pas capable de lancer ces espèces de grands programmes de prestige qui vont attirer l'attention et mobiliser le monde. Nous, par exemple, bon, si on prend le cas des astronautes, Thomas Pesquet, on aimerait bien le faire voler, peut-être sur une mission indienne quand il y aura une station spatiale. Pourquoi pas, à une époque, il apprenait le chinois, parce que après tout, s'il y a des possibilités, etc., etc. Et on n'aura pas, à mon avis, enfin, bon, il est question régulièrement de se demander si l'Europe doit avoir un programme spatial habité autonome. En fait, il y a peu de chances que ça se fasse. Et donc, dans ce cas-là, on n'aura jamais cette lisibilité. Ce qui ne signifie pas qu'au niveau des applications ou au niveau... on a un super système Galileo de navigation. On a un système Copernicus, anciennement GMES, qui est utilisé, qui est un des systèmes les plus utilisés en Afrique. Donc, on est présent, mais on est beaucoup moins visible. Et surtout, la zone asiatique, elle accélère, là où nous, finalement, nous continuons sur notre progression. D'accord. Donc c'est une bonne chose d'être en Asie, finalement. Nikita, I see how passionate you are about space, and you are doing extraordinary job of encouraging young Indians to study space-related subjects. Can you tell us about training programs that will produce the future space engineer in India? Like I mentioned, there are many who are interested in getting into aerospace domain. And one thing that we are seeing is the basics is coming out, like as in many wants to just choose an IT profession. But then what we are trying to do is to tell that the fundamentals are very important. So be it mechanical or even in terms of our domain, aerospace and aeronautical, is very much important to get this hands-on experience. And we work with most of the space startups that are there in India, and in fact, most of them are my friends. And I ask them, when you hire, what are the qualities that you look at? And most of them say, and I haven't seen anyone saying they're looking at marks or ranks or grade, but rather they're looking at the skills that one has,
or the talent or the projects that they have had, the experience that they've had. So, and they're looking at all these factors at a very young age also. They're not looking at someone who comes with a 3-4 years of experience. So one must have these skills at the same time and experience of working on some small projects. And this is something that's missing out from colleges. And hence, those are the things that we are providing. And it is very important. And even the government has taken initiative, the government of India, where we have a body called InSpace, which is providing a lot of training, and this, they have kept it open for students and the common public so that they could access the actual training, and a really good one, and they could implement it in their own companies, or in starting their own companies, or even working elsewhere. Merci Nikita. L'Inde est effectivement un pays qui a un engouement pour le spatial assez extraordinaire. Quand le Chandrayaan a été lancé, le pays s'est arrêté pour regarder. Et en Inde, quand vous arrivez, même le chauffeur de taxi vous parle de spatial. C'est l'expérience qu'a eue Isabelle. Isabelle, des fois, on peut voir l'Europe ralentir en spatial. Finalement, d'abord, est-ce que c'est vrai ? Est-ce possiblement lié aux normalisations ou aux complications administratives, ou est-ce plus au fait que l'Asie va vite ? Oui, alors c'est indéniablement lié au fait que l'Asie va vite, et puis que quand vous regardez les pourcentages, tout le monde sait bien que quand vous partez de peu et que vous doublez, d'un seul coup vous faites une progression incroyable. Donc si vous voyez une courbe, ça fait un pic fabuleux, alors que finalement quand vous continuez à augmenter d'une importance bien plus grande que le pic fabuleux de l'autre, vous n'apparaissez pas de la même façon. Donc je pense que l'Europe a quand même un certain nombre de difficultés à résoudre, entre autres le développement d'un tissu industriel complémentaire sans doute, parce que la manière dont le New Space s'organise, et on voit bien que c'est sur des fonds de développement nationaux. Alors l'ESA, l'Agence spatiale européenne, essaie bien elle aussi d'entretenir un vivier, mais sinon vous voyez la France qui a son programme, l'Allemagne qui a son programme, l'Italie le sien, l'Espagne aussi, etc. Et par exemple, si on regarde un domaine dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est important, c'est les domaines des petits lanceurs, par exemple. Petits lanceurs, pour les gens comme moi qui représentent des spécialistes de l'old space ou du traditional space, c'est quelque chose dont on ne voit même pas à quoi ça peut vraiment servir et combien de temps ça va pouvoir survivre. Parce que tout compte fait, vous faites un petit lanceur, alors il ne coûte pas très cher, c'est très bien, vous pouvez le lancer avec une petite installation mobile, c'est très bien encore, mais finalement, vous ne pouvez lancer que des petits satellites, et ces petits satellites, tout compte fait, souvent, ils trouvent à être lancés moins cher avec des gros lanceurs ou des moyens lanceurs. Donc cette question du petit lanceur, elle est en réalité une question de bac à sable technologique, c'est-à-dire que vous apprenez à tester des nouvelles technologies, vous apprenez à essayer de voir s'il y a d'autres voies d'industrialisation, de production, etc., etc. Et si vous prenez le cas européen, par exemple, on a tout simplement une concurrence interne dans le domaine des petits lanceurs entre, par exemple, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne, ce qui fait quand même beaucoup. Donc, dans un secteur où on essaie de rationaliser, il va falloir qu'en Europe, on trouve le moyen, y compris dans un secteur privé d'innovation, de trouver des politiques qui soient mieux ciblées. Et la difficulté que nous avons, c'est que le seul organisme qui pourrait faire ça, c'est l'Union européenne. Et donc on se retrouve avec des acteurs nationaux, un acteur de l'Union européenne pour la partie organisation globale et l'Agence spatiale européenne pour la partie soutien technique. Tout ça, ça fait beaucoup d'acteurs et ça complique quand même beaucoup le jeu. Je ne suis pas sûre que ça soit une histoire de réglementation, je pense que c'est plus une histoire d'organisation et du fait que malgré tout, l'Europe est partiellement intégrée, si je peux dire. C'est-à-dire que l'espace reste dans Maastricht de la responsabilité des États pour toute une partie de leur activité. Si vous prenez le budget du CNES, il a sa partie française et puis sa partie versée à l'ESA. Et ça complique quand même un petit peu les choses. Et puis, bon, ce qu'on voit énormément progresser en Asie, c'est justement ces petits satellites, donc le corollaire du petit lanceur, sauf que là, on sait que les petits satellites, il y a un marché beaucoup plus facile, qui sont des satellites qui vont avoir des applications dédiées et qui seront surtout capables d'être réactifs. Parce que c'est ça, finalement, une petite constellation, vous pouvez la monter assez vite et avec ça, répondre à une niche comme on essaie de le faire. Et ça, en Europe, on ne le fait pas encore très bien. On est plutôt du côté des grosses constellations avec le projet européen de IRIS², qui est cette constellation de télécom sécurisée qu'on envisage de mettre en place.
Très bien. Donc, vous parliez de petits satellites ou même de très petits satellites. Nikita, you have your own Pico satellite, or you're going to have soon. It's Pico satellite for bacteria experimentation. You belong to this new space generation. Do you think that the new space will be an accelerator of the space industry in India and more broadly for Asia? It has already been, Stephen. So in India, we have this New Space India segment altogether where it is part of startups. So these startups we have from literally upstream, that is to rockets, building rockets, launching the rockets to satellites as well. At the same time, there are few companies which are on the downstream, which are focusing and are also, I could say, they're making revenue. They're generating revenue with the help of their applications, the downstream applications that the companies are using. So it is, I could say, established really well, and then now there are even more new companies that are coming, which is mostly into imaging, GIS. At the same time, space robotics is picking up, and then comes a new domain, which is space medicine, space biology. And we ourselves, like my partner at Genex Space, is more interested in this space biology. So he's building this PicoSat, which would conduct these experiments in space. And it is really about these bacteria to find out how they would grow or the growth in the space. And we could, I mean, that's the first mission. And then we are looking at taking this forward towards the pharmacy and then medicines, like how we could use space as one of the booster, or to see if there's any additional performance change that space could add up for the medicines that we all are using. So we see this is one of the applications. At the same time, in India, space defense is picking up. There's a lot of work that's happening. And we also see there is some applications of our PicoSat in the defense field as well. So we are like exploring. And we see that India is going to, I mean, with our Gaganyaan mission that we have, and we are building our own Indian space station like ISS. In next 10 to 15 years, there's a lot of research and the projects that are going to happen in the human sector, as in humans in space, space biology, and things like that. So we want to be the experts or the best when that missions come in live and perform this life-related experiments out there. So New Space in India, I could say, looking at very futuristic things and working towards getting good market share from the entire global economy, I could say. And there are a lot of countries who are coming into India and trying to explore how collaborations could happen. At the same time, companies, as in the startups from India, are asked to go to different countries and explore the market out there. Like Australia has been one such country which keeps inviting the startups from India and like, come and see Australia, see what you could do. So I see there's more such opportunities for Indian startups to go and partner with already existing startups in these countries, and then work on bigger missions. And also the government, Indian government has announced over 1,000 crore VC fund that they would provide for the startups. So the government itself is standing in the front and supporting these startups in India. So we see a very bright days coming for us. Ok, merci Nikita pour ces éclairages sur le New Space indien. Une dernière question spatiale que je vais adresser à Isabelle, et puis ensuite on va passer sur l'aéronautique pour garder un équilibre sur le temps. Isabelle, on parle de ce New Space. Les modes de financement sont différents. Comment voyez-vous le New Space se positionner par rapport à ce spatial traditionnel? Le spatial traditionnel est basé sur un fort héritage technique. Parfois, on voit ce spatial traditionnel assez conservateur. Donc, comment voyez-vous ce New Space? Oui, alors,
c'est toujours une question difficile parce que la compétence, elle va quand même rester globalement financée et garantie par les grandes agences spatiales. C'est-à-dire que même aux États-Unis, qui est le cas d'un New Space assez exceptionnel, l'originalité d'Elon Musk, ça a été de proposer son choix de type de lanceur, d'organisation de lanceurs, etc. Mais il a été soutenu dans ce développement par les contrats de la NASA dans le cadre du Commercial Space qu'avait imposé Obama. Donc, si vous voulez, la manière intelligente de jouer les cartes pour les agences, c'est finalement d'encourager ce New Space, de voir ce que cet espace peut être capable de proposer comme innovation, parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Quand vous êtes une grosse entreprise, vous devez faire du spatial qui marche. On a un petit peu accusé l'ISRO d'avoir empêché l'équipe de Team Indus, qui avait fait un petit robot qui devait marcher sur la Lune, d'avoir évité que Team Indus soit lancé avant la grande mission Chandrayaan. Et de fait, Team Indus n'a jamais été lancé parce qu'on voulait garder l'identité nationale et l'enthousiasme national sur le gros programme qui, de fait, permet aux petits programmes de vivre, en particulier en Inde, où il y a quand même beaucoup, enfin, où tous les transferts de techno se font de l'ISRO. Mais ce qu'on attend du New Space, et ça peut vraiment changer la donne, c'est qu'il ouvre de nouvelles portes et qu'il aille regarder de nouvelles façons de faire de l'espace, mais qui ne supplanteront pas, je dirais, l'espace public et les grands programmes, parce qu'en fait, le spatial, c'est quand même encore un monde de grands programmes. Donc, on va avoir deux mondes parallèles, et je dirais que c'est de l'intérêt des deux acteurs, et ils le font, on le voit bien en Inde, où il y a beaucoup d'anciens de l'ISRO qui sont dans ces New Space, où on a quand même intérêt, on le voit aussi en France, où vous avez pas mal de gens, on a l'ancien commandement de l'espace, le premier comment on l'appelait, général de l'espace, voilà, qui a créé avec un ancien du CNES Toulouse, la première boîte Look Up Space. Donc, si vous voulez, il y a des passerelles, et ces passerelles sont inévitables. Maintenant, combien de temps vont-ils choisir des voies technologiques différentes? Ça sera à déterminer. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. De toute façon, l'activité spatiale, elle est encore sous-dimensionnée par rapport à ce que l'espace peut apporter comme infrastructure. Ça, c'est vraiment le message sur lequel je n'ai pas insisté, de même que j'ai oublié le Japon dans ma présentation, parce que lui aussi, il n'apparaît pas sur le plan géopolitique. Mais réellement, ça va être le domaine des bonnes idées, le spatial, c'est-à-dire un domaine d'ingénierie dans lequel vous allez vous dire « Ah, mais on pourrait faire ça, vous commencez avec de la R&D, ça ne coûte pas très cher, et puis après vous voyez, quitte à vous faire ensuite absorber par des plus gros acteurs du spatial, et essayer de continuer à sécuriser vos contrats. » Merci pour ces éclairages. On l'a mentionné brièvement, il y a aussi énormément de défense, de spatial de défense, que ce soit aussi bien en New Space qu'en spatial traditionnel, oui. ce qui montre l'importance de ce marché et tous les enjeux. On va passer, si vous le voulez bien, sur l'aéronautique avec Solange et Jocelyn. L'Inde est le 3e marché aéronautique au monde. Mais en même temps, peu d'Indiens prennent l'avion. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 150 millions de passagers domestiques. Il y a un souhait du gouvernement indien à devenir autonome. On parle souvent en Inde d'Atmanirbhar Bharat, qui signifie autosuffisance, donc d'avoir les achats effectués en Inde. Il y a une création d'une capacité industrielle locale avec des sociétés comme Tata, L&T qui arrivent en aéronautique. On voit un nombre d'aéroports en pleine croissance avec sans doute un doublement d'ici 2030, un nombre important d'achats d'avions. L'Inde est l'un des premiers clients d'Airbus, mais sans doute avec beaucoup de challenges que nous allons aborder. Donc peut-être Jocelyn, pour nous décrire la situation un peu plus précisément, si tu peux nous donner quelques chiffres, quelques prévisions de trafic, de croissance, et peut-être un parallèle avec la Chine, car l'Inde et la Chine sont deux grands acteurs de l'aéro en Asie-Pacifique. Merci Stéphane. Donc oui, effectivement, pour donner quelques ordres de grandeur, d'abord les prévisions de trafic sur les trafics aériens. Sur les prochaines années, à horizon 20 ans, il y a différents organismes qui donnent des prévisions. Celui d'Airbus prévoit au niveau mondial 3,6% de croissance du nombre de passagers kilomètres, 3,6% par an pendant 20 ans. En Europe, ça sera aux environs probablement de 1%, 1,5%, peut-être 2%, la même chose aux États-Unis. Donc là, cette croissance, elle est tirée essentiellement par la zone Asie-Pacifique. On table sur 4 à 5% pour la Chine par an et 7 à 8% pour l'Inde.
Donc cette augmentation de trafic sur cette période, là, si on se projette dans les 10-20 prochaines années, il va falloir des avions, il va falloir en fabriquer beaucoup, des nouveaux, et il va falloir aussi remplacer les avions existants qui sont de technologie un petit peu plus ancienne et moins performants, notamment en termes de consommation. Donc quand on chiffre cette croissance, remplacement plus avions nouveaux, le total, ça fait à peu près 40 000 avions nouveaux fabriqués sur 20 ans, donc 2000 par an. Voilà. Alors un avion, pour vous donner un ordre de grandeur, si vous avez des volontés d'achat, là, comme c'est Black Friday, peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer. Un A320, l'ordre de grandeur, le prix catalogue, c'est 100 millions. Bon, on peut avoir des rabais au bout de avec des volumes plus importants. Un A330, ça va être 200, un 350, environ 300 millions. Encore une fois, c'est des ordres de grandeur. Donc, je vous laisse faire le calcul. 2000 avions fois 100 millions par an, ça fait des montants significatifs. Et puis, la vie de l'avion ne fait que commencer quand on l'a livré. Il y a toute une infrastructure, un écosystème qui continue tout au long de la vie de cet avion. Les aéroports, donc effectivement, en Inde, ça grandit beaucoup. Maintenance, repair, donc je pense que Solange nous en parlera là, pour son secteur, mais c'est tout à fait valable évidemment pour les avions commerciaux. Il faut former des pilotes, plusieurs milliers de pilotes à former là, sur les prochaines années. Donc tout cet écosystème est effectivement extrêmement dynamique sur la région APAC en particulier et en Inde. Pour donner quelques chiffres aussi sur les passagers, tu l'as cité, mais ça permet de visualiser peut-être un petit peu mieux le potentiel de croissance. En moyenne, un Européen, un Français, prend l'avion 1,7 fois par an. Voilà. Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 2. En Chine, c'est 0,5. Et en Inde, effectivement, on a fait la règle de 3 avec le chiffre que tu viens de donner, c'est 0,1. Donc imaginez le potentiel de croissance et de développement si on amène la population indienne sur des standards je dirais, occidentaux aujourd'hui de niveau de vie. Et en fait, il y a une très forte corrélation entre le développement d'un pays, le PIB et le nombre de fois où on prend l'avion. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ces projections là sur les 20 ans qui viennent. Pour être plus précis peut-être sur les livraisons, donc j'ai donné le chiffre là, de 40 000 avions à produire dans les 20 prochaines années. On estime qu'il y en aura à peu près 45% pour le marché APAC, dont 9 000 pour le marché chinois et je dirais le reste pour le reste de la région APAC, probablement entre 3 et 5 000 pour l'Inde. Voilà, c'est les ordres de grandeur. Ça, c'est les chiffres globaux. Je ne vous parle pas d'Airbus, c'est le marché global. Airbus, Boeing et Comac, dont on a entendu parler il y a quelques minutes notamment. Voilà. Très bien, merci. Donc ce sont effectivement des chiffres impressionnants. Il y a un chiffre que j'avais entendu et qui m'avait interpellé, c'est qu'en fait pour un avion, il faut compter environ une vingtaine de pilotes pour faire fonctionner un avion. Peut-être qu'Air France qui est dans la salle aussi. Pas tous en même temps. Hein. Pas tous en même temps, mais au moins de les avoir formés, ce qui est aussi un énorme challenge. Merci pour ces chiffres. Solange, donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes chiffres pour le business jet. Mais effectivement, des fois, on parle du business jet un petit peu comme un mauvais élève au niveau de l'environnement. Par contre, peux-tu nous faire le point de l'état du marché et au final, qu'est-ce que cela représente, ce marché en Inde et en APAC? Alors en fait, déjà, je vais faire une photo monde pour vous donner également quelques ordres de grandeur. Donc, on estime que la flotte d'aviation d'affaires dans le monde, c'est environ 22 000 appareils. Parmi ces 22 000, il y en a 13 000 aux États-Unis, 3 000 en Europe et on estime environ 1 200 en zone APAC. À titre de comparaison, la Californie, c'est 1 400, le Texas, c'est 1 600. Voilà, donc maintenant que j'ai planté ce petit décor, je vais parler de notre petite Californie, donc en zone APAC, et je vais faire donc un portrait croisé Inde-Chine. La flotte Chine aujourd'hui, c'est environ 300 appareils, l'Inde 150. En termes de croissance, donc en Chine post-Covid et principalement aussi dû à la crise de l'immobilier qui avait un important nombre d'appareils, environ 50, c'est un marché en décroissance.
Décroissance à 2 chiffres en 2022. 2023, 1 chiffre, ça tend à se stabiliser, mais ce n'est clairement pas un marché en croissance et j'y reviendrai plus tard. L'Inde, à contrario, croît, presque 10% il y a 2 ans, 5% l'année dernière. De la même manière que la Chine se stabilise en décroissance, l'Inde se stabilise en croissance. Donc maintenant, je vais parler de où voyage-t-il. Ça, c'est extrêmement intéressant en fait. Quand on regarde le business jet, c'est quand même un miroir, un reflet de la situation économique des différents pays et des flux. Si on regarde au top 10 trajets en APAC, le premier, c'est ni la Chine ni l'Inde. Le premier trajet en APAC, c'est Singapour-Jakarta. Par contre, les deuxième et troisième, c'est Delhi-Ahmedabad et le troisième, c'est Mumbai-Ahmedabad. Donc là, j'en conclus qu'il se passe des choses à Ahmedabad, que c'est the place to be. En tout cas, c'est économiquement clairement dynamique. Pour information, donc la Chine, où est la Chine là-dedans? La Chine, elle arrive en 8e position avec Shanghai-Pékin. De la même manière, je rajoute l'information que Pune, Mumbai est en 7e position. Donc l'Inde est clairement un fort acteur, malgré son nombre d'avions moindre, a un trafic assez important. Si on regarde le nombre de mouvements, donc lissés par mois, on va dire, pour un an, c'est environ 1100 mouvements par mois en Chine et 2200 en Inde. Ça veut dire qu'avec une flotte qui est la moitié de celle en Chine, ils font 2 fois plus de trajets. Donc encore une fois, c'est un bon reflet du dynamisme économique en Inde. Un autre point donc, que je vais aborder aussi pour finir sur les chiffres et les positions, etc., c'est les OEM long range, donc dans lesquels on a notre fleuron national, Dassault Aviation. Il y a 3 acteurs, donc Bombardier, Gulfstream et donc Dassault Aviation. En Chine, c'est Gulfstream qui arrive en première position avec plus de la moitié des appareils. Et Dassault Aviation n'en a que 10%. En Inde, c'est différent et je pense que cette conférence aussi reflète bien les échanges beaucoup plus peut-être profonds ou la relation bilatérale qui existe avec l'Inde. Dassault Aviation a 25% des appareils en Inde. Par contre, Bombardier en a presque 60%. Voilà, c'est pour ma part sur les chiffres. Très bien pour cette image qui était sans doute assez méconnue. Jocelyn, on a parlé, tu as mentionné cette croissance incroyable à venir en spatial. Elle va sans doute entraîner des challenges, des freins, des problématiques. Peux-tu essayer de nous les décrire avec quelques éléments de réponse au travers d'Airbus? Il y a aussi le challenge de compétitivité, d'avoir les bonnes ressources aux bons endroits, de les garder. Merci de tes éclairages. Alors, il y a un certain nombre effectivement de défis. Je vais essayer de faire court. Le premier, il est très immédiat, c'est celui du ramp-up, de l'accélération des cadences de production, puisqu'on a une demande très forte. Airbus a presque 10 ans de commandes à livrer. Donc c'est un problème de riche, on va dire, mais voilà, les clients attendent les avions et il faut qu'on monte en cadence. Et avec toute la supply chain de l'aéronautique, c'est un défi, on va dire post-Covid. Il y a beaucoup de difficultés devant nous. Donc ça, c'est le premier. Et l'Inde apporte des solutions là-dessus. Il y a de plus en plus de contributions de l'Inde sur l'aviation civile, avec Tata, avec Dynamatics, avec Tech Mahindra, qui contribue de plus en plus à la chaîne de fabrication de ces avions civils. On va dépasser le milliard d'euros d'achat en Inde cette année. Et ça va continuer à monter. Le deuxième, effectivement, c'est la compétition sur des ressources, les compétences, on va dire. C'est pas quelque chose qui est spécifique à l'aéronautique, mais en particulier dans le domaine du digital, il y a énormément de changements devant nous, d'opportunités. Il faut avoir les bonnes personnes pour les traiter. Et là aussi, l'Inde a des solutions à apporter. Il y a énormément de talents, énormément de compétences sur tout ce qui est digital. On avait notre collègue de Capgemini là, hier qui a une présence fantastique en Inde, qui en est vraiment l'illustration. À notre échelle, Airbus, aujourd'hui, on a plus de 1500 personnes qui sont sur le digital à Bangalore, qui ne sont pas dans mon organisation, mais celle d'un de mes collègues. C'est le deuxième centre pour les équipes digitales d'Airbus.
derrière celui de Toulouse. Donc c'est vraiment déjà significatif et je pense que ça va continuer à apporter de la valeur. Bon, les risques géopolitiques, on va dire les incertitudes géopolitiques, on en a entendu parler, je pense que je vais pas développer, mais effectivement, il y a toujours des événements dans le passé qui ont déstabilisé pendant quelques mois, quelques années la croissance de l'aéronautique. On est confiant que malgré ces aléas, l'évolution revient toujours sur cette courbe-là dont j'ai parlé. La compétition, c'est un challenge. Je pense que Comac, effectivement, a été cité un avion qui est maintenant visible, qui se vend, qui va être produit de plus en plus. Donc c'est quelque chose qu'évidemment on regarde. Et dernier point, c'est les impératifs sociétaux de sustainabilité. Et là, il y a énormément d'efforts à faire. Airbus est très engagé sur ce sujet. Il y a une combinaison de moyens qui vont être utilisés pour réduire la production de CO2 par l'aviation. Bon, aujourd'hui, c'est l'aviation civile, c'est à peu près 2% du CO2 produit dans le monde chaque année. On peut dire que ce n'est pas énorme, mais il faut prendre garde à réduire cette production de CO2 malgré l'augmentation de trafic que j'ai citée. Et là, il y a un certain nombre de moyens. Je vais prendre 2 petites minutes de plus sur le sujet, parce que je pense que c'est important de partager ces actions. La première chose, c'est le renouvellement de la flotte, parce qu'on a maintenant des appareils qui sont beaucoup plus efficaces, qui consomment beaucoup moins que par le passé. Un deuxième sujet, c'est l'optimisation des opérations des avions, hein, la gestion du trafic aérien, les temps d'attente au-dessus des aéroports, les trajectoires. Il y a aussi des gains significatifs qui peuvent être faits. Un autre moyen qui est très très prometteur, c'est des carburants dits sans pétrole. Voilà, ça s'appelle le SAF dans le jargon aéronautique, Sustainable Aviation Fuel. Et là, donc il y a des challenges de développement à l'échelle, hein, de production de ces carburants, mais on peut réduire de plus de 80% la production de CO2 par les avions. Donc c'est un moyen très important pour les prochaines années, avec tout un écosystème qui se développe, notamment en Inde aussi, où on a des collaborations avec l'Institut du pétrole sur le sujet. Et dernier point, plus disruptif, avec des technologies vraiment différentes de propulsion, basées sur l'hydrogène, et combinaison avec de l'électrique. Ça sera pour la prochaine génération d'avions, horizon 2035, qui permettront de franchir un palier, mais avec beaucoup de défis technologiques à remplir. On y travaille donc avec tout un réseau de partenaires. Voilà. La liste est longue, mais on est très content de l'avoir. Beaucoup de challenges, merci. Solange, sur le business jet, il y a également des challenges, sans doute différents de ceux de l'aéronautique commerciale. Qu'est-ce qui va tirer le business jet vers le haut? Peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, d'abord, je vais parler des points communs encore, donc Inde, Chine. Donc, dans les deux cas, ce sont des grands pays avec un manque de connectivité, alors qui n'est pas au même niveau en Chine et en Inde, puisqu'en Chine, il y a quand même un maillage de trains qui est quand même très développé. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'aviation d'affaires, ça, c'est un driver incontestable pour les deux pays. En termes de freins communs pour la Chine et l'Inde, on va retrouver donc là des points communs avec l'aviation commerciale, le manque d'aéroports, le manque de places de parking. Alors ça paraît un peu bizarre, mais bon, il faut quand même garer son business jet, donc s'il n'y a pas de place, c'est pas la peine d'en avoir un. Il y a aussi des restrictions aéroportuaires, ça c'est un peu moins connu, on en discutait tout à l'heure, c'est-à-dire que face au volume de vols commerciaux qu'il y a dans ces deux pays, le business jet a rarement la priorité. Donc ils ne vont pas avoir leur permis to fly, leur permis to land, ou alors on va leur dire désolé, tu vas aller ailleurs. Et donc, si on a un avion d'affaires et qu'on ne peut pas atterrir là où on avait prévu, ça peut être fâcheux. Il y a l'aspect donc MRO, maintenance, repair and overhaul. Donc ça, c'est toutes les infrastructures finalement de maintenance des avions. Donc dans les deux pays, il y a de la line. Alors la line maintenance, c'est la pression des pneus et le niveau d'huile, pour faire court. La base, c'est les vérifications, on va dire, plus des systèmes critiques. Ça existe à petite échelle pour le moment, mais ça existe. Par contre, tout ce qui va être heavy, là où on commence à remplacer des éléments, à enlever, à vérifier des trains, faire des vérifications de fuel tank, des choses comme ça, ça n'existe pas encore dans ces pays-là.
Donc ça, c'est effectivement un frein, parce que ça veut dire qu'il faut emmener son avion à Singapour, aux États-Unis ou autres. Alors maintenant, pour ce qui est des divergences, je vais pas dire que c'est drôle, mais entre la Chine et l'Inde, il y a en fait, par exemple, si on prend l'image, en Chine aujourd'hui, avoir un avion d'affaires, c'est un signe extérieur de richesse, donc c'est un frein. Par contre, en Inde, aujourd'hui, les nouvelles générations, elles veulent se montrer. Et donc, il y a des achats d'avions d'affaires pour les enfants de personnes richissimes, etc. Donc, ce qui est un frein d'un côté est un driver de l'autre côté. De la même manière, la croissance économique, bien évidemment, en Chine, en ce moment, c'est pas vraiment la croissance, on va dire. Donc, c'est plutôt un frein en Chine, alors qu'en Inde, bien évidemment, ça tire tout ça vers le haut. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près... Ah oui, donc juste je vais rajouter un point, parce que ça c'est parfois une confusion. Les pilotes, paradoxalement, on n'en manque pas dans l'aviation d'affaires. Et en fait, je pense que c'est dû au fait qu'on en a besoin tellement dans le commercial et qu'il y a tellement de pression finalement dans l'aviation commerciale. Il y a beaucoup de pilotes qui viennent dans l'aviation d'affaires. Donc dans notre secteur, c'est pas un souci. Merci. D'accord. Peut-être une dernière question, un dernier échange sur cette partie aéronautique. Donc, Jocelyn, l'aéronautique, c'est un marché global, on peut dire. Tu nous as décrit un nombre d'opportunités importantes en Inde. Au niveau de développement, il y aura forcément des développements et des partenariats. Quelle est ta vision? Comment vois-tu le développement de cet écosystème? Alors, bon, Airbus a toujours une approche, c'est une entreprise européenne, avec des racines européennes, comme on dit, mais c'est une entreprise qui est très mondialisée, à la fois à travers ses employés qui sont un peu partout dans le monde. Il y en a presque 10 000 en Amérique du Nord, donc j'ai cité le chiffre en Inde tout à l'heure, 3 500, il y en a également en Chine. On a des chaînes d'assemblage, 2 chaînes d'assemblage en Chine, plusieurs aux États-Unis et au Canada. Ça c'est pour la partie civile. Et côté défense, donc il y a eu récemment l'inauguration, pas très loin d'Ahmedabad, là c'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup d'avions d'affaires, d'une chaîne d'assemblage pour un avion militaire de la partie défense d'Airbus, qui s'appelle le C295. Donc c'était un jalon très important là, pour le partenariat entre Airbus et l'Inde. Je pourrais citer aussi côté hélicoptère l'ouverture d'une chaîne d'assemblage qui aura lieu dans les prochains mois en Inde. Donc tout ça pour dire que déjà pour l'entreprise Airbus, ce partenariat il est extrêmement visible et on a une vue très internationale de la façon de développer, de maintenir les appareils. Et c'est ça qui a permis la croissance d'Airbus et je dirais c'est gagnant pour le pays ici et pour l'entreprise, y compris en Europe, qui continue à se développer. Il y a aussi des partenariats très nombreux, je pourrais citer dans la supply chain, j'ai cité Tata et Tech Mahindra tout à l'heure, Dynamics. Il y a également pour les formations de pilotes. On a ouvert un centre de formation à quelques kilomètres d'ici, à Delhi, pour les pilotes indiens et de la sous-région. Il y en a un autre en projet pour très bientôt avec Tata, pour Air India. Donc ça fait beaucoup d'opportunités de collaboration dans l'esprit qui a été cité tout à l'heure de confiance mutuelle entre le pays et Airbus. Donc on en est ravis et on compte bien continuer. J'ai pu visiter ce centre de formation des pilotes tout nouvellement construit et inauguré qui est très impressionnant. Peut-être une dernière question sur l'aviation d'affaires. On voit des nouveaux modèles opérationnels se projeter. On parle de jet sharing. Peux-tu nous en dire plus sur ces nouveaux modèles? Oui, alors ça en fait c'est des modèles qui existent en Europe. En fait l'aviation d'affaires elle a quand même on va dire un peu de retard en région, alors on va pas dire APAC parce que l'Australie est vraiment à part, mais en tout cas pour l'Inde et la Chine. En termes d'opération en fait aujourd'hui en Chine, de par l'écosystème et du fait qu'on ne peut pas avoir son propre business jet si facilement, c'est beaucoup de charter.
Mais aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle génération de riches chinois qui quand même continuent à exister, qui seraient plus de la classe moyenne plus, qui veulent acquérir des morceaux de jet. Donc avant, on partageait des heures, donc c'était le principe de NetJet, qui est assez connu, donc time sharing. Maintenant, c'est plutôt du fractional ownership, et ça, c'est plutôt quelque chose qui va peut-être tendre à se développer, mais la Chine, c'est le bon terrain de jeu pour développer ce type de modèle. En Inde, c'est différent. On veut un jet parce qu'on veut se prendre en photo avec. Quand on s'en sert pas, on le chartérise, bon, parce qu'on va quand même pas le laisser dans un hangar sans rien faire. Donc voilà, donc c'est un peu deux modes d'opération qui sont différents, et de par la complexité de la Chine et d'un besoin qui malgré tout existe, ça permet de forcer un peu à la créativité en Chine, ce qui viendra peut-être par ailleurs plus tard dans d'autres pays de la zone. Très bien. On arrive à terme de ces échanges sur ce panel entre le spatial et l'aéronautique. On voulait être respectueux de votre pause déjeuner. Il reste quelques minutes, je crois, qui sont autorisées. S'il y a une ou deux questions dans la salle, éventuellement. Oui, bonjour à tous, Frédéric Deladerrière, Custax & Legal. Alors moi je suis ingénieur spatial et il y a encore peu j'étais directeur export contrôle d'Airbus Defence and Space, donc un collègue de Jocelyn. Le spatial, vous l'avez noté, effectivement, est un enjeu de souveraineté nationale pour les États depuis toujours. C'est un domaine qui est plus contraint que le domaine de la défense, ça c'est souvent méconnu. En particulier en France, on va avoir donc tout ce qui est loi spatiale, AMA, le Bureau des affaires spatiales, le SGDSN, etc. Tout ça très très souvent ignoré par les entreprises du New Space, et justement chez Custax, on vient les aider par rapport à tout ça. Alors ma question, c'est plutôt un constat ou une ouverture de discussion, c'est que l'Inde a annoncé un investissement de plus de 20 milliards de dollars sur 10 ans dans le New Space. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour concilier les impératifs réglementaires et de sécurité que chacun des deux États va vouloir préserver, au-delà de ce qui s'appelle l'arrangement de Wassenaar, et ouvrir cette coopération dans des domaines donc, de haute technologie, mais qui sont, encore une fois, des enjeux de sécurité et de préservation de savoir-faire unique sur un domaine vraiment très particulier qu'est le spatial. C'est une belle question. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots, Isabelle? Juste rapidement, oui, c'est effectivement une grosse question. D'ailleurs, l'Inde est en train d'éditer, de produire sa loi spatiale, sa loi sur les opérations spatiales et sa loi spatiale. Maintenant, je pense que pendant encore une certaine période, le New Space, il ne va pas faire des lancements. Et alors, il y aura des développements de constellations de petits satellites, mais avant que les petits lanceurs du New Space occupent la place des grosses sociétés qui, elles, sont beaucoup plus contraintes que ne le seront les petites, on voit des évolutions majeures. Je vais répondre un peu à côté, mais je pense que ça peut éclairer le sujet. Par exemple, si vous prenez le cas de la Chine, la notion de New Space en Chine, j'ai une étudiante qui travaille sur le spatial chinois et précisément sur le New Space chinois, c'est pas un mot qui existe, carrément. En échouant, ça n'existe pas. Il parle du commercial space, c'est-à-dire d'un espace commercial. Et ça rentre dans une autre logique où, en particulier, l'État chinois a d'une certaine façon dérégulé, alors dans des limites après qui vont être les limites technologiques, la capacité de sociétés privées à lancer eux-mêmes leurs satellites. Ce qui va poser des tas de problèmes pratiques, je dirais ensuite, et qui pour l'instant se règlent parce que, en fait, ça passe toujours par l'armée populaire de libération qui assure les lancements sur la base pour tous les types de satellites. Donc en gros, je dirais que les enjeux, ils sont différents. Il y a les enjeux de sécurité qui mettent en cause la sécurité des États, puisque le droit spatial international de 1967, c'est de toute façon, l'État est responsable des activités que font ses ressortissants. Ça, c'est en droit international. Et après, à l'intérieur de chaque État, vous avez des choix de politique spatiale qui sont extrêmement différents. Vous prenez les États-Unis qui ont autorisé le principe de l'exploitation des ressources spatiales, alors que théoriquement une interprétation du traité de 67 n'est absolument pas claire sur le sujet, mais l'État américain l'endosse pour son propre compte. Donc je dirais que le New Space, ça dépendra à chaque fois de la volonté qui sera la volonté de l'État. Et dans le cas indien, c'est un peu particulier parce que l'organisation du spatial indien, elle est assez compliquée, avec le rôle de l'ISRO qui innerve aussi le département de la défense,
département de l'espace, lequel département de l'espace est aussi en lien avec Antrix, qui est la société de commercialisation, et là-dedans vous avez New Space India, qui est quand même un New Space assez institutionnalisé, puisque c'est carrément le nom d'un organisme. Donc je pense que oui, cette question du New Space, elle va se poser, et de la réglementation dans le cadre du New Space, mais je ne suis pas sûre que ça va être leur principale difficulté. Moi, je pense que la principale difficulté, ça va être de sécuriser les modèles qu'ils font. C'est-à-dire que tant que vous faites de la R&D et que vous avez un peu d'argent, ben ça marche. Quand vous devez passer à de la production, là, ça devient déjà plus compliqué, et les retours sur investissement dans le spatial, ils prennent du temps, et au final, on voit apparaître beaucoup de start-up, mais il y aura une concentration, et beaucoup de start-up disparaîtront. La question, c'est est-ce que de nouvelles start-up remplaceront les start-up qui disparaissent? Mais oui, c'est un phénomène en mouvement. Merci. Peut-être une dernière question, si vous le souhaitez. Sinon, non, bon, je propose qu'on clôture cette table ronde. Voilà, tout le monde a faim. Merci beaucoup à mes panélistes. Merci beaucoup, Monsieur Vattier, d'avoir vous aussi respecté le temps de parole qui vous était imparti. Merci pour la qualité des échanges entre tous les panélistes, tant sur le spatial que sur l'aéronautique. J'invite Madame Lisbeth Lanvers-Chat, membre du comité de pilotage du forum, pour elle aussi remettre à nos panélistes un souvenir de ce forum à Pâques. Merci beaucoup.